Ça y est, c'est bon. Super. Vous voyez mon écran? Oui, impec. Voilà, si vous pouvez juste me faire un petit signe, parce que effectivement, Ok, super. bon. Ok. Donc, avant tout, merci tout le monde pour nous avoir rejoints sur ce webinaire. Donc, on va parler du marché de l'emploi en Angleterre et de toute la partie visa, donc la partie juridique. On est accompagné de Nimili et puis de Alice, que je vais inviter à se présenter dans 2 petites minutes. Donc, je vous invite à tous couper vos micros pour que ce webinaire puisse se dérouler pour le mieux, pour qu'on puisse entendre Nimili et Alice faire leur présentation. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat. Des questions vont venir au cours de ce webinaire, au fur et à mesure qu'on apportera des réponses. Vraiment, n'hésitez pas à toutes les écrire dans le chat et on y répondra seulement à la fin. Voilà, moi, je les noterai de mon côté et on y répondra tout à la fin. Nilmini, est-ce que tu veux te présenter? Oui, avec plaisir. Est-ce que vous me voyez? Parce qu'il y a marqué « Your video isn't working ». Je ne sais pas si vous me voyez ou pas. Pas encore. Il faut peut-être que tu décoches. Parce que j'ai les caméras allumées, tant que je sache, mais... Bon. Est-ce que tu n'as pas mis un cache à ta caméra? Est-ce que ça marche maintenant ou pas? Parce que pour l'instant, en tout cas, vous me verrez tout à l'heure peut-être, donc pour l'instant, je vais parler. Donc, je suis avocate de l'immigration depuis plus de 30 ans. Mon cabinet est basé à Oxford, au Royaume-Uni. Je ne fais que l'immigration depuis ces 30 ans, en fait. Au départ, j'ai fait un petit peu toutes les catégories de l'immigration, mais de plus en plus, depuis, je pense, 2008, je ne fais que business immigration. Donc, pour les entreprises qui veulent faire venir les travailleurs qualifiés, ce genre de choses. Donc, ça fait plusieurs années que je travaille dans ce domaine. Voilà. Tout à l'heure, je vais essayer d'allumer la caméra pour vous dire bonjour. Alors, moi, rapidement, donc, je suis Alice Lantéry, je suis diplômée de Montpellier Business School en 94, donc je vous laisse faire les calculs. J'avais fait ma 2e année à l'étranger et depuis, le goût de l'international m'a jamais quittée parce que ça fait 16 ans que j'ai quitté la France et que je vis donc, et travaille dans les ressources humaines au sens large. Je suis à Londres depuis 6 ans et je travaille pour le cabinet Harmony Mobility Consulting spécialisé dans la transition de carrière. Et je vous parlerai après, Nilmini, je reprendrai la main en essayant de vous donner un maximum de conseils sur comment optimiser votre recherche d'emploi au UK. Voilà, je te laisse la main, Nilmini. À plus tard. D'accord. Donc, on démarre, Nicolas, avec la présentation. Merci. Allez, c'est parti. Quand tu veux, Nilmini. OK. Donc, pour l'instant, on a la diapo de départ. Donc, je voulais vous expliquer un petit peu les régimes différents pour les visas au Royaume-Uni, pour venir au Royaume-Uni travailler ici. OK. Est-ce que tu peux avancer, Nicolas, s'il te plaît? Alors là, moi, de mon côté, je suis avancé. Là, je suis déjà visiting the UK. Est-ce que vous voyez mon écran? Non. Voilà. OK. Je pense il doit y avoir une autre juste avant ça. Oui, alors c'est celle où j'étais. Voilà. Visa, which country? Est-ce que c'est celui-là? Alors non. Excusez-moi, autant pour moi. Voilà, Brexit Confused. C'est celui-ci. Non, il n'y en a pas, Nilmini. OK. OK, d'accord. Bon, OK, on va aller directement sur le visiteur alors. Donc, en gros, voilà, celui-là. Parfait. Donc, en gros, avant de venir au Royaume-Uni,
il faut se rendre compte, maintenant, il y a eu le Brexit. Du coup, on ne peut plus venir comme on faisait autrefois. Que ce soit un Français ou un autre ressortissant européen, de n'importe où, on est obligé de se qualifier pour l'entrée dans le Royaume-Uni. Ce qui est un peu pénible, je sais, mais donc on ne peut pas venir travailler au Café Rouge ou travailler comme au pair, faire ce qu'on faisait autrefois. Donc, euh, est-ce qu'on peut revenir rapidement sur ce même diapo? Est-ce que c'est... Voilà, c'est ça. Oui, parfait. Merci, Nicolas. Donc, c'est un petit peu un labyrinthe, ce régime de visa. C'est très difficile de savoir quel visa il faut, mais il y a 2, 3 points à retenir chaque fois. Quel est l'objectif déjà? What's the purpose of your visit to the UK? Et la durée, combien de temps vous voulez rester au Royaume-Uni? Et quelles sont vos intentions à long terme aussi. Donc, en réfléchissant comme ça, vous pouvez trouver la bonne catégorie de visa et il faut bien choisir au départ. Comme ça, vous pouvez avoir des conseils, qu'est-ce qui me convient le mieux. Il y a aussi ce concept de non-visa national. C'est, alors que je viens de dire que vous avez tous besoin d'un visa, et il y a une catégorie là où on n'a pas besoin d'avoir un visa. C'est parce que les visiteurs, vous êtes français ou quelqu'un de l'Europe, vous n'avez pas besoin d'un visa pour venir pour visiter le Royaume-Uni. Donc voilà, si tu peux avancer, Nicolas, pour le prochain. Pour le prochain diapo. Voilà, visiteur. Donc, si on... C'est de mon côté, il y a un décalage. Donc, avec une visite au Royaume-Uni, on peut rester jusqu'à 6 mois. Mais il ne faut pas oublier qu'en tant que visiteur, on n'a pas le droit de travailler, ni payé, ni non payé, non rémunéré. Donc, c'est défendu de travailler. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire travailler? Ça, c'est autre chose. Parce que en tant que visiteur, il y a quand même certaines activités qui sont permises, qui sont liées au travail. Mais on ne peut pas travailler proprement parlant. OK? Il y a certaines activités qui sont permises, permitted paid engagements, ou bien des activités qui sont permises en tant que visiteur standard. Par exemple, un visiteur, business visitor, on peut avoir des réunions, on peut négocier les contrats, on peut faire un entretien pour un boulot, tout ça on peut faire en tant que visiteur. Mais on ne peut pas travailler, on ne peut pas gagner de l'argent d'une société en Angleterre. Mais donc il y a aussi le tourisme, on peut aussi étudier pendant cette période de visite. On peut rester jusqu'à 6 mois comme j'avais dit tout à l'heure, mais ce sont des études ludiques pour étudier un peu l'anglais. Donc on peut faire ça en tant que visiteur. Sinon, il faut venir en tant qu'étudiant, proprement dit, si on veut venir faire des études supérieures après. Voilà, donc si on peut avancer, s'il te plaît, Nicolas. Bien sûr. Donc là, je viens de changer la slide. Ça se peut qu'elle arrive dans 3 secondes. Apparemment, il y a un décalage. Donc, elle est changée de côté. Elle devrait apparaître. Voilà, merci. Donc, quel visa encore? Ça dépend de vos circonstances aussi. Ça dépend de vos compétences, vos qualifications aussi, bien que votre expérience professionnelle. Il y a plusieurs catégories, donc j'ai mis une liste ici des catégories qui peuvent vous intéresser éventuellement en tant que graduate de MBS. Il y a surtout skilled worker qui peut être très intéressant pour vous, c'est-à-dire travailleurs qualifiés. Il y a aussi la catégorie qui s'appelle Global Business Mobility. C'est après 5 catégories différentes sous ce titre Global Business Mobility. Donc, il y a Graduate Trainee là-dedans, il y a Senior Specialist Worker. Donc, c'est pour les échanges entre entreprises, par exemple. Je vais vous expliquer un petit peu plus en détail tout à l'heure. Il y a aussi Global Talent, donc du talent mondial
parce que Boris Johnson voulait faire venir surtout les brightest and the best au Royaume-Uni. Donc, ils ont créé ce groupe de talent mondial. Ça fait comme quelques années que ça existe. Mais il y a aussi le EU Settlement Scheme. Donc, si on résidait au Royaume-Uni avant le 31 décembre 2020, on peut avoir droit à un visa basé sur le EU Settlement Scheme qui fait partie de Withdrawal Agreement. Quand on s'est retiré de l'Europe, on a créé ce programme spécial pour les ressortissants qui habitaient au Royaume-Uni à ce moment-là. Il y a aussi partner. Donc, si on est dans une relation durable avec un Britannique ou quelqu'un qui a le droit de séjour au Royaume-Uni, on peut déposer une demande en tant que conjoint. Et à ce moment-là, on peut travailler sous ce visa-là. Il y a aussi, en tant qu'étudiant qui suit des cours de licence ou plus au-delà de ça, on peut aussi travailler pendant les vacances ou bien à mi-temps pendant le trimestre. Donc, on peut travailler jusqu'à 20 heures par semaine pendant le trimestre et après à plein temps pendant les vacances si on est étudiant. Si on est ici en tant qu'étudiant avec un visa d'étudiant. Il y a aussi une fois que si vous poursuivez d'autres études après votre parcours MBS au Royaume-Uni en tant qu'étudiant, après avoir complété vos études dans une université au Royaume-Uni, je sais que vous avez des universités partenaires en MBS, là vous pouvez avoir un graduate visa. C'est un visa de passerelle qui peut durer jusqu'à 2 ans et ça peut vous amener plus tard à autre chose comme skilled worker ou autre chose. Donc, c'est limité dans le temps. Il y a d'autres catégories qui sont des visas temporaires. Ça peut vous intéresser, des gens qui demandaient pour les stages, par exemple. Il existe une catégorie qui s'appelle T5 Government Authorized Exchange. Ça, c'est pour justement les stagiaires. Donc, il y a aussi des charity workers. Donc, il y a une catégorie qui sont limitées dans le temps. Ça dépend, ça peut être quelques mois, ça peut être un an, ça peut maximum 2 ans sous les catégories de T5 Government Authorized Exchange, de temporary workers. OK? On peut pas. Parmi toutes ces catégories, c'est possible de changer d'une catégorie à l'autre mais on ne peut pas, à l'intérieur du pays, changer vers le temporary workers. Mais une fois qu'on est là en tant que temporary worker, on peut changer le visa à autre chose. Mais on ne peut pas changer, par exemple, si on est là en tant que visiteur, on ne peut pas changer du tout en tant que visiteur à autre chose. Il faut sortir du pays et revenir avec un autre visa. Donc, il faut savoir qu'il y a certaines conditions attachées à chaque visa. Donc, il faut savoir ça au départ. C'est pour ça que je vous dis, il vaut mieux bien choisir au départ qu'est-ce qui vous convient au mieux pour savoir quelles sont les possibilités. Mais il y a aussi Startup Innovators, mais ça, c'est vraiment pour les idées de business, d'entreprise que vous avez, des idées vraiment pour une entreprise très innovante, viable, qui peut être, vous pouvez faire une scale-up très rapidement. Mais donc, c'est pas très facile comme catégorie. Mais parmi tout ça, c'est skilled worker surtout qui peut vous intéresser. Quelqu'un m'avait posé la question par rapport à VIE. Maintenant, je pense que c'est quelque chose qui est offert par Business France. Et j'imagine que ça peut avoir lieu sous ces catégories de temporary workers, donc sous le régime de stagiaires, Government Authorized Exchange. Il faut voir un peu avec Business France ce qu'ils ont envisagé comme programme. Je vous expliquerai tout à l'heure un petit peu plus là-dessus. Donc, si tu peux avancer, s'il te plaît, Nicolas. Oui, je viens d'avancer la slide. On a déjà des questions qui ont été posées. Voilà, encore une fois, on les réserve pour la fin. Plus tard, d'accord, ok, merci.
Ouais. Donc ici, j'ai mis un tableau là pour vous expliquer les catégories qu'on vient de discuter. Skilled Worker, Innovator, je ne vais pas parler de Scale-up, mais bon, Global Talent et conjoint. Et vous verrez que chaque catégorie a une période là où on peut attribuer le visa et aussi certaines catégories ont une base de sponsors, de parrainage ou bien endossement ou bien des salaires minimums à payer, ou surtout les compétences. Skilled worker, c'est intéressant parce que le boulot qu'on on va suivre en tant que skilled worker, c'est pas très exigeant en fait. Il suffit d'avoir bac plus, bac ou plus pour avoir un visa comme skilled worker. Par contre, il faut un niveau d'anglais pour certaines catégories, donc surtout pour skilled worker, il faut le niveau B1. Donc, voilà. Mais je pense que vous êtes tous capables de ça, MBS. Donc, si tu peux avancer, Nicolas. Voilà, le sponsorship. Il faut surtout prouver ce niveau d'anglais. Il y a des moyens de prouver. Voilà, maintenant, le parrainage, sponsorship en tant que skilled worker. Il faut déjà trouver un emploi auprès d'un employeur qui a déjà une licence de sponsor, une licence de parrainage, ou bien quelqu'un qui est d'accord pour avoir un sponsorship license. Donc ça, c'est très important de postuler tout en sachant qu'ils ont déjà une licence ou bien ils sont d'accord pour faire l'effort et avoir pour soutenir le coût que ça implique d'avoir et avoir les systèmes en place surtout parce que le parrainage, ça exige certains systèmes de conformité et donc il faut vraiment que l'employeur a vraiment besoin de vous pour vouloir faire ça. Mais certains employeurs ont déjà ça. Il y a ce qu'on appelle le Register of Sponsors. Donc, si vous êtes en train de vous poser la question comment je peux chercher un boulot plus facilement, il y a en ligne, vous trouverez un Register of Sponsors. Donc, si vous verrez qui sont les sponsors qui ont déjà, donc, qui sont déjà reconnus. Sinon, vous pouvez aussi euh, avoir le boulot et après convaincre cet employeur de faire une demande de license. Et nous, on fait ça tous les jours. On fait des sponsorship licenses pour les entreprises tout le temps. Voilà, maintenant, avant d'avoir ça, il faut que l'employeur mette en place les systèmes de conformité, qu'ils acceptent les obligations de parrainage. Et c'est assez cher, comme je vous ai dit, et ça exige pas mal d'efforts de la part de l'employeur. Et surtout, il faut payer un salaire minimum de 25 000 livres 600 à l'employé. Ou bien, il faut payer, en fait, il y a trois éléments. Il faut payer ce qui est plus haut de 25 000 livres 600 par an, ou bien le taux courant pour le boulot. Et si c'est plus que 25 000 livres 600, il faut payer plus. Ou bien 10 livres 10 par heure. Donc, il y a ces conditions-là pour skilled worker. Il y a plein d'autres conditions aussi, mais ça, c'est le principal pour se qualifier pour ça. Maintenant, il faut que le sponsor attribue ce qu'on appelle un certificat de sponsor, et ce qui est un numéro de référence. Et le travailleur va à ce moment-là déposer une demande de visa à partir de ce numéro de sponsorship certificate. OK? Comme je l'ai dit, c'est un peu cher et par contre, on peut aussi négocier avec l'employeur si vous avez vraiment besoin de certains boulots. On peut dire à l'employeur, alors je sais que c'est un peu cher, mais je peux éventuellement payer mes propres frais de visa, d'assurance de santé, parce qu'il y a aussi l'Immigration Health Surcharge qui peut être assez cher, 624 livres par an. Et aussi les frais de biométrie, tout ça, éventuellement, l'employé peut payer. Mais certaines choses, l'employeur est obligé de payer, par exemple, pour le Immigration Skills Charge, ce qui peut être assez cher aussi. Donc, il y a ces choses-là que l'employeur doit payer forcément. Voilà, si tu peux avancer, Nicolas, s'il te plaît. Voilà, other temporary work options. Ok, voilà. À part skilled worker, il y a d'autres catégories aussi, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, skilled worker, c'est le plus intéressant parce que ça mène aussi à settlement, à un statut permanent au Royaume-Uni. Mais à part ça, il y a d'autres catégories qui sont plus
plutôt temporaire. Par exemple, Senior Specialist Worker, si vous travaillez déjà pour un employeur qui a déjà une licence au Royaume-Uni et vous travaillez pour l'entreprise en France, il peut y avoir un échange entre entreprises. Mais une fois que vous avez au moins 1 an d'expérience pour le groupe en France. Il y a aussi le graduate trainee. Si vous avez travaillé au moins 3 mois pour l'entreprise en France, par exemple, vous pouvez venir en tant que graduate trainee jusqu'à 1 an. Donc, vous verrez ici sur le tableau, il y a period of grant, des limites de temps que vous pouvez rester sous ces catégories de visa. Il y a aussi secondment worker, là où il s'agit d'un contrat de haute valeur, mais ça, c'est pour les très grosses entreprises. Maintenant, ce qui est plus intéressant peut-être, c'est le Temporary Worker Rules T5 Government Authorized Exchange, qui est au milieu là. Il y a des programmes déjà prévus là où il y a ce qu'on appelle les overarching sponsors. Il y a une sorte de sponsor, mais ce n'est pas l'employeur qui est sponsor là, c'est un overarching sponsor. Donc, c'est quelqu'un d'autre, une organisation autre que l'employeur qui attribue le certificat de sponsor. Toujours dans ce concept de sponsorship, de parrainage, mais c'est une autre organisation qui devient sponsor à ce moment-là. Par exemple, il y a des groupes comme le ASEC, le British Council, BUNAC et GTI Intern. Ces gens-là peuvent attribuer le certificat de sponsor pour des stages plus courts que pour le Skilled Worker. Donc, ça peut être pour 1 an, 2 ans, etc. Mais ça ne mène pas à un statut permanent. Donc, mais par contre, il faut que le boulot soit au niveau au moins licence. Donc, le niveau de travail même, c'est plus exigeant. Okay? Il y a aussi charity worker. Si vous voulez faire du travail bénévole, c'est possible de venir faire ça aussi. Vous pouvez, vous verrez à droite ici, j'ai mis 2 petites photos de ASEC, ce qu'on trouve sur le site internet, aussi pour BUNAC. Je pense Alice vous en parlera sur BUNAC plus tard un petit peu. C'est le BUNAC Blue Card. Si vous cherchez sur Google, vous mettez BUNAC Blue Card ou GTI Intern ou ASEC, etc. J'ai travaillé surtout avec GTI Intern. Il y a très longtemps, j'ai travaillé à BUNAC et à ESSEC, mais pas récemment. Mais par exemple, si vous voulez faire un stage là où vous êtes assistant en langue française, vous pouvez contacter British Council Foreign Language Assistance Program. Le British Council peut peut-être vous sponsoriser pour ça. Maintenant, comme je vous ai dit, le plus intéressant reste toujours Skilled Worker. Voilà, si tu peux avancer encore une fois, Nicolas. Oui, voilà les différentes catégories. Voilà, donc il y a, pour toutes ces catégories, il y a des étapes différentes. Il y a déjà, il faut s'habituer à cette langue. Il y a permission to enter, il faut avoir la permission d'entrer. Après, la permission de séjourner, de rester, Et après, vous pouvez aussi switcher, vous pouvez changer de visa aussi à l'intérieur du pays pour certaines catégories, comme on avait dit tout à l'heure. Mais certaines catégories mènent à settlement, un séjour permanent, d'autres non. Donc, les catégories temporaires, ça ne mène pas directement à un titre permanent. Mais si vous switchez à l'intérieur du pays à skilled worker ou autre chose qui mène à settlement, là, vous pouvez être amené à un séjour permanent et éventuellement aussi avoir la nationalité britannique, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Maintenant, les lois de l'immigration, c'est super complexe parce que c'est très, très politique. On essaye de changer ça du jour au lendemain. Ça nous est arrivé déjà. Le matin, je me suis dit, tiens, c'est comme ça. Et l'après-midi, ça a changé. Bon, c'est un peu une exagération peut-être, mais ça nous est arrivé pour la catégorie des investors juste avant l'invasion de l'Ukraine. Mais ceci étant dit, il y a des changements très, très régulière, très souvent. Donc, c'est très difficile à maintenir
des connaissances à jour, même si on travaille que dans ce domaine, ça change et on est épaté par les changements tout le temps. Donc, il vaut mieux toujours avoir un conseil un petit peu avant de se lancer dans une catégorie ou l'autre, parce que très souvent, les devil's in the detail. Donc, il y a des détails on peut rater si on ne fait pas attention. Donc, maintenant, pour venir travailler, il y a tous ces visas. Maintenant, how do you get hired? Comment on peut avoir le boulot déjà? Et là, ma collègue Alice va vous expliquer tout ça. Voilà, merci. Merci beaucoup, Nilmini. Donc, je vais prendre la main sur la partie donc, comment trouver un job au UK. Donc, vous l'aurez compris, c'est plus difficile qu'avant le Brexit. Mais l'idée, c'est de vous donner un maximum de conseils. Alors, déjà, donc, les UK, quelles sont les spécificités du marché au UK? Donc, pareil, Nicolas, on a un temps de latence, mais donc je vais vous présenter quelles sont les spécificités du marché au UK, comment faire un CV, et puis les interviews et enfin le réseau. On ne voit pas encore la slide. Voilà, donc on peut passer... J'ai changé de... Tu veux qu'on passe au suivant? Ouais, super. Ok, super. Donc, le job market opportunities. Exactement. Donc, Londres, alors je vais me focuser sur Londres en particulier, c'est là où la plupart des étrangers vivent. Ça reste une ville-monde avec 37% d'étrangers, 300 langues parlées. Il suffit de prendre le métro pour s'en rendre compte. Les Français restent nombreux. Bon, le nombre d'Européens a diminué, mais au dernier recensement à Londres, il y avait 136 000 personnes inscrites au consulat. Les entreprises françaises ont une forte présence et il y a également de nombreux sièges européens d'entreprises internationales comme Apple, Toyota. Et ces entreprises donc, recherchent des talents du monde entier. Donc ça reste un marché très ouvert et un taux de chômage qui est même plus faible qu'avant Brexit et avant pandémie, qui est à 4,2%. Donc en France de mémoire, on a 7 et quelques aujourd'hui. Donc on est quasi en plein emploi avec une contradiction qui est de dire on est en shortage sur certains profils, même si c'est plus difficile de venir. Donc le marché est là. Donc si vous trouvez un employeur qui est prêt à vous sponsoriser, des offres, il y a de plus en plus d'offres non pourvues en fait. Donc Londres et le Royaume-Uni donc restent très attractifs pour les entreprises et les candidats. Alors les spécificités du marché c'est le slide d'ensuite. Donc j'ai la coutume de dire que le marché au UK c'est un marché qui est agile. Donc, il est facile de changer d'emploi, de métier, d'industrie, peut-être plus qu'en France. Et les employeurs vont s'attacher, qu'est-ce que ça veut dire à votre niveau? C'est les employeurs vont s'attacher à vos compétences versus votre expérience, voire votre diplôme. Donc, surtout quand ils connaissent pour la plupart pas les classements des écoles en France. Donc, en France, on a tendance à embaucher un potentiel. Au UK, on va embaucher sur ce que vous savez faire. Donc, mettez en avant vos compétences dans votre CV, je vais en parler un peu plus tard, et vraiment détailler plus que ce qu'on peut le faire, avec des verbes d'action. Donc, pour mémoire, un verbe d'action, enfin une compétence, c'est analyser, communiquer, influencer, coordonner. Et même les CV de débutants peuvent faire 2 pages. Autre spécificité du marché, c'est une très forte présence des cabinets de recrutement, 10 fois plus qu'en France, parce que historiquement, la fonction recrutement est outsourcée. Donc, il ne faut pas hésiter à vous faire une liste de cabinets de recrutement, les contacter soit en approche directe, soit en réponse à annonce, et puis les relancer. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas de réponse que votre candidature ne correspond pas au poste en question. Donc, moi, j'ai beaucoup d'exemples, nombreux exemples où les personnes ont relancé et ont fait le process alors qu'ils n'avaient jamais été contactés.
LinkedIn, alors LinkedIn, bien sûr, en France aussi, mais en UK, par exemple, il y a 10 millions de plus d'utilisateurs de LinkedIn, donc pour une population active qui est un peu plus importante que la France, mais bon, donc, et ça fait longtemps qu'ils utilisent donc ce réseau social, qui est une plateforme de référence aujourd'hui pour trouver un emploi. Alors, un petit chiffre encore, mais 90% de nos clients qu'on trouvait par annonce, ils ont trouvé leurs annonces sur LinkedIn. Bon, après, vous êtes souvent basculés sur les sites corporate, mais elles sont relayées sur cette plateforme. Alors, on a eu la question des job boards qui sont utilisés. Alors, je vais en lister quelques-uns, puis si vous nécessaire, je mettrai dans le chat plus tard. Mais donc, il y a Indeed, bon, qui est un agrégateur. Il y a Glassdoor, qui est souvent utilisé, que j'aime bien, moi, parce qu'il y a pas mal de reviews des employeurs. Et plus local, il y a read.co.uk, Total Jobs. Et ensuite, il y a des sites spécialisés par secteur d'activité. Si vous cherchez dans la finance, il y a eFinancial Career. Dans les charities aussi, les ONG, il y a un site qui est très bien fait avec énormément d'annonces qui s'appelle charities.co.uk. Et enfin, je citerai aussi un qui est pour la tech, qui est équivalent à Welcome to the Jungle et qui s'appelle ota.com. Pour les VIE, il y a Business France, bien évidemment. Et pour les stages, alors peut-être que les personnes de Montpellier compléteront. Moi, je travaille peu avec les stagiaires, je travaille plutôt avec des gens qui sont en recherche d'emploi. Mais je ne connais pas de site qui agrège les offres d'emploi, de stage, enfin les offres de stage. Par contre, pareil, je vous mettrai des sites dans le chat, notamment un site fait par un Français à Londres qui s'appelle Français à Londres et qui recense pas mal de conseils et qui vous permet aussi, vous, en tant qu'individu, de poster votre offre. Vous pouvez aller gratuitement sur son site en mettant « Je cherche un stage », etc., etc. Donc, je vous mettrai le lien tout à l'heure. Et si l'expérience UK vous tente vraiment et que c'est compliqué pour X raisons, notamment si vous n'avez pas la ligne Londres sur votre CV, pourquoi pas travailler en mode remote ou en freelance en faisant des missions pour des boîtes basées au UK à distance. Et ça reste encore possible. Bon, sous réserve que vous êtes... il y a une question de fiscalité derrière, mais vous pouvez toujours travailler avec les UK en plus de votre portefeuille client. Alors, passons aux conseils pratiques sur comment faire un CV à la mode anglaise. Alors, si je vous dis 25% déjà. 25%, c'est le nombre de CV qui passent les ATS. Donc, les ATS, c'est les logiciels qui trient les candidatures. C'est plus un humain, ou c'est de plus en plus rare. Donc, si vous n'avez pas les bons mots-clés dans votre CV, eh ben, il y a 3/4 de chance ou de risque que votre CV ne soit jamais lu. Donc, prenez vraiment le temps dans votre... tu peux avancer alors aussi, ça va apparaître ensuite. Donc, prenez vraiment le temps de screener les mots-clés qui sont liés à votre activité. Donc, moi, ce que je conseille, c'est prendre des annonces au UK qui vous plaisent et de regarder, et de mettre un maximum de mots-clés sur votre candidature, sur votre CV. On ne voit pas la suite. Donc là, il faut appuyer plusieurs fois peut-être. Ouais, 6 secondes. Donc, un petit site que j'utilise souvent pour vous aider aussi dans les mots-clés qui s'appelle jobscan.co qui vous fait un pourcentage de match entre votre CV et votre candidature. De la même façon, donc si vous n'avez pas de réponse à une annonce, n'hésitez pas à faire un suivi en contactant directement la personne responsable du recrutement parce que, comme je disais tout à l'heure, peut-être qu'il n'a jamais reçu votre CV.
Ensuite, une autre spécificité. Alors, ça marche toujours pas. Ça marche. Ouais. Je partage mon écran, c'est les aléas de Teams. Alors là, j'ai arrêté le partage, je vais essayer de le repartager. Voilà, donc là, je viens d'arrêter le partage. Je le repartage ici. Voilà, vous êtes censé voir mon écran et je le repartage comme ça. Voilà, super. Alors, je continue sur le CV. Le CV à la mode anglaise, il faut vraiment mettre en avant des achievements. Plutôt achievements, donc c'est réfléchir à l'impact de vos missions. Si votre CV est trop long, privilégiez les achievements versus les missions. Je vais illustrer mon propos. C'est par exemple si vous pouvez mettre bien sûr mise en place d'une campagne marketing digitale. Et en plus de ça, vous mettez l'impact, c'est augmentation du nombre de clics de X% et acquisition de nouveaux clients. Donc vraiment de valoriser, ils sont très results oriented. Donc toujours posez-vous la question de qu'est-ce que j'ai apporté, quelle est ma valeur ajoutée. On ne voit pas l'écran non plus. Ouais. Mon partagé de mon côté, je sais pas qu'est-ce qui se passe, je suis désolé, mais voilà, c'est partagé de mon côté. Est-ce que Coralie, tu peux partager de ton côté? Ou alors attends. Vous voyez pas du tout mon écran là? Non. Ah, c'est juste une autorisation qu'il faut faire, je sais pas. Non, tu peux me l'envoyer, Nicolas? Bien sûr, ouais. Alors. Parce qu'après, j'avais mis un exemple de CV pour illustrer ça. Bon, je vais continuer sans écran. Peut-être vous pouvez le mettre dans la messagerie, non? C'est Marina. Dans la messagerie. Voilà, Coralie, là, je viens de te donner l'accès. Donc, normalement, tu devrais y avoir accès dans quelques secondes sur ta boîte email. Donc, on est sur le slide. Bah, si tu veux mettre le slide avec une capture d'écran avec le CV, comme ça, je vais illustrer ce qu'il y a. Donc, l'executive summary, c'est au début du CV. Même si vous démarrez dans la vie professionnelle, vous pouvez en avoir un pour exprimer votre projet. Mais c'est surtout utile quand vous avez déjà 2-3 ans d'expérience. Donc, pour faire un résumé et mettre en avant vos compétences clés. Alors, donc je mettais donc le CV de la personne que j'avais partagé, donc envoyé son expérience marketing. Bon. Coralie, je ne sais pas si tu arrives à partager. Pas encore, mais dès que je l'ai, je partage. Donc, l'executive summary, pour continuer, c'est un peu votre about sur LinkedIn. C'est votre, moi j'aime bien dire, c'est votre bande-annonce. Et de toute façon, c'est important de le travailler aussi. Ça va vous aider pour tout ce qui est votre pitch quand vous allez faire du réseau, quand vous allez aussi. Voilà, super, merci. Ouais, c'est désolé, il y a un temps d'attente qui est assez long, mais voilà. Donc voilà, dessus, donc là, là mais... c'est voilà, ben, je le vois, super. Donc ça bouge plus. Donc là j'ai mis un exemple d'executive summary. Et je disais qu'il était important de le travailler de toute façon ça va vous être utile pour la question classique, parlez-moi de vous en entretien, donc tell me about yourself, votre pitch en réseau, et votre about sur LinkedIn. Donc sur la capture d'écran que vous voyez sur la présentation, donc ça vous donne aussi des éléments sur la mode anglaise. Donc il n'y a pas de photos, ça reste assez sobre. Enfin, nous, c'est ce qu'on conseille notamment pour passer les ATS. Mettez bien sûr votre lien LinkedIn. Si vous avez un numéro anglais, c'est mieux parce que voilà, si on a un numéro français, ce serait peut-être pas prioritaire. Ensuite, et alors un point important,
Donc, il y a la partie Key Skills que j'appelle la boîte à mots-clés. C'est, vous savez, pour revenir sur les ATS, au lieu de customiser votre CV à chaque annonce, cette rubrique va vous permettre de faire vraiment de correspondre aux annonces juste sur cette partie-là déjà, pour avoir les bons mots-clés. Donc, je recommande vraiment, même pareil sur LinkedIn, de mettre cette partie Core Skills ou expertise. Quelques éléments complémentaires. Qu'est-ce que je peux dire sur le CV à l'anglaise? Oui, ne pas oublier de mettre votre charity si vous avez des activités bénévoles qui sont aussi valorisées, très valorisées au UK. Mettez votre ranking de l'école, parce que, comme je disais tout à l'heure, on ne la connaît pas nécessairement. Et mettez en avant toutes vos expériences à l'international. Si vous avez travaillé, fait même des petits boulots à l'étranger, les valoriser dans un CV pour montrer votre capacité d'adaptation. Et bien sûr, si vous avez fait une année de césure, encore plus. Le format, pas de logo, pas de cadre, ça c'est pour les ATS. Et faites relire votre CV idéalement par un anglophone, parce que voilà, on n'est pas tous bilingues. Alors, ensuite, vous avez le prochain slide. Donc, vous avez réussi à passer le filtre du CV. Vous êtes convoqué à une interview. Juste trois éléments. Donc, le STAR, c'est une façon de répondre aux questions. Je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est encore une fois, les Anglais vont vous poser des questions sur ce que vous savez faire. Donc, ils vont vous demander « Tell me about a time when you had to manage a conflict or whatever ». Et on recommande de préparer ces réponses sur la mode STAR. Donc, dans cette situation, voilà mes tasks. Qu'est-ce que j'ai mis en place? Actions and results encore. Et quel a été l'impact de mes actions? J'accélère un peu parce que le temps passe vite. Personal statement, donc j'en ai parlé tout à l'heure à travers l'executive summary, mais c'est préparez-vous à la question et même apprenez-le par cœur, ça va vous mettre en confiance sur la question Tell me about yourself, pas plus de 3-4 minutes max. Et différences culturelles, simplement, le ton est souvent cordial en entretien. Retour d'expérience de mes clients, c'est difficile de savoir si on a réussi ou pas une interview. Et petite anecdote, si on vous dit c'est interesting, ça veut dire le contraire en général. Voilà. Mais donc restez toujours dans le ton de l'entretien et vous déstabilisez pas si le ton, vous n'avez pas d'émotion en face, entre guillemets. Networking, pourquoi j'en parle? C'est le dernier slide, parce que comme partout, 70% des postes ne sont jamais publiés, donc faites votre réseau. Et puis, dans tous les cas, si vous ne connaissez pas encore le marché anglais, prendre votre posture et votre casquette d'enquêteur, ça va vous donner un maximum d'infos sur qu'est-ce qui est important à mettre en avant. Donc, la règle d'or, c'est never ask for a job anyway. Vous allez demander des conseils, des infos, demander comment les personnes ont décroché leur premier job, mais surtout ne demandez pas de faire passer votre CV. L'objectif, donc, c'est de la démarche réseau, c'est de faire grandir votre réseau de contacts et de mieux comprendre les attentes du marché UK. Souvent, ce qu'on dit, vous allez voir aussi, ils aiment bien les certifications. Donc, dans les ressources humaines, par exemple, si vous avez, ils aiment bien un certif qui s'appelle CIPD. En tout cas, cette démarche réseau, ça va vous donner des éléments sur qu'est-ce qui est attendu sur le marché. Comment le faire? LinkedIn, les alumni, bien sûr, et la communauté française au UK. Donc, comment connaître les acteurs et les entreprises basées en Angleterre? Vous avez des associations comme les chambres de commerce, French Tech, un club qui s'appelle French Founders, qui ressemble aussi à la chambre de commerce. Et puis des cabinets de recrutement qui sont spécialisés pour les French speakers. Donc là aussi, je vous mettrai des liens si vous le souhaitez, mais il y a French Resources, French Selection, Euro London.
Et puis dans la barre Google, si vous mettez French Speaking Jobs à Londres, vous aurez aussi un grand nombre de contacts. Voilà pour les tips pour votre recherche d'emploi. Donc, n'oubliez pas, pour résumer, adaptez votre CV au marché et activez votre réseau pour bien connaître les attentes. On reste à votre disposition pour vos questions, Nicolas, ou d'autres personnes, si vous voulez prendre la main. Voilà. On a reçu plusieurs questions que je peux vous lire si je trouve le chat. Voilà, super. Donc, on a reçu une première question de Garance qui nous dit comment savoir exactement de quel visa nous avons besoin? Est-ce qu'il y a une liste de critères pour chacun? Ça, c'est une question plutôt pour Nilmini. Ok, bon, c'est vrai qu'il y a des critères pour chaque visa, comme on avait discuté tout à l'heure. Pour se qualifier pour l'entrée au Royaume-Uni, il faut postuler pour un visa spécifique et chaque visa spécifique a des critères à remplir. Donc, qu'est-ce qui vous convient le mieux? Ça dépend justement de vos objectifs, combien de temps vous voulez rester, quelles sont vos intentions à long terme. Est-ce que vous voulez settlement après ou un droit de séjour permanent après? Entre-temps, qu'est-ce que vous allez faire? Et aussi, ça dépend de vos circonstances. Donc, vos compétences, tout ça, ça dépend aussi. Est-ce que vous êtes accompagné par les dépendants? Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments qui sont qu'on doit regarder avant de décider quelle est la catégorie qui convient le mieux pour vous. Donc, la meilleure chose, c'est justement de prendre des conseils. On existe pour ça, on fait les immigration lawyers comme nous, mais c'est justement pour voir quelles sont les circonstances de la personne, qu'est-ce que cette personne veut faire, est-ce que c'est faisable déjà, est-ce que le projet est viable? Et à ce moment-là, on peut dire oui, ça c'est possible, ça, pas vraiment, vous devrez essayer ça plus tard, ou voilà. Donc, oui, ça existe des critères pour chaque catégorie. Ok, super. Merci Nilmini. On a plein de questions qui sont en train de, qui sont en train de fuser dans le chat. J'essaie d'en choisir quelques-unes, hein. Donc, on nous demande si une lettre de motivation est obligatoire. C'est Anne-Sophie qui pose la question. Je pense que ça, c'est une question pour Pardon. Alice. Je cherchais les sites pour les mettre dans le chat. L'aide de motivation, c'est comme en France, je pense. Il faut, si elle vous est demandée, bien évidemment, il faut la faire. Si elle n'est pas demandée, un mail d'accompagnement, ça suffit largement. Et j'ai pas de conseils particuliers sur les spécificités de la cover letter ici en Angleterre. Ça reste assez classique, on va dire. Ok, merci Ali. Je crois qu'il y a une autre question pour toi. On a Shamima qui nous demande What's the best way to work as a freelancer for a UK company? Alors, si on peut préciser un peu la question. Je pense que tout à l'heure, tu disais que par exemple, depuis la France, on pouvait travailler en remote en tant que freelance pour agrandir son portefeuille client pour une entreprise anglaise. Quel est le meilleur moyen de faire ça, Alice? Bah, alors, là, pour le coup, si vous cherchez des clients, la méthodologie, elle est un peu la même que si vous cherchez un employeur final. Il faut aller contacter les entreprises, présenter vos services, travailler votre offre de service. Après, donc ça, c'est à partir de la France. Ensuite, peut-être Nilmini, je ne sais pas si tu peux prendre la main, est-ce qu'il y a un visa, si on veut s'implanter au UK en tant que freelance. en tant que freelance, est-ce qu'il y a un visa spécifique? C'est pas très évident pour les freelancers en fait, parce que justement, à moins qu'on a déjà un pattern of immigration qui est déjà établi, par exemple, si on venait autrefois régulièrement, éventuellement on peut postuler pour un visa frontalier, travailleur frontalier, mais ça c'est bon, ça dépend si vous avez déjà travaillé ici comme ça, mais ça ne veut pas mener à un séjour permanent. On est basé ailleurs que le Royaume-Uni
principalement, Mm, comme mm. ça. Mais sinon aussi, il y a une catégorie qui s'appelle Contractual Service Suppliers, les service suppliers sous le régime de Global Business Mobility. Un des sous-catégories, c'est le service supplier. Mais là, il y a le contrat entre l'Europe et le UK comme partie de EU Trade and Cooperation Agreement, mais ça, c'est dans certains secteurs seulement. Et si c'est freelance, au moins 6 ans d'expérience dans le domaine déjà, mais certains secteurs seulement. Donc, c'est un peu limité. Je dirais même plus qu'un peu limité, très limité pour les freelances. Mais ceci étant dit, il y a quelqu'un qui avait posé la question, si on est solopreneur en France. Mhm. Bon, il y a une catégorie qui s'appelle Expansion Worker. Si on a déjà une société établie en France, mais il faut que ce soit quand même une société, même si c'est une personne qui est directeur, une société relativement établie, pour montrer qu'on a les ambitions pour élargir cette entreprise vers le Royaume-Uni. Donc, on va faire une augmentation une expansion internationale. Est-ce que la compagnie, la société est capable de faire ça? Maintenant, il faudra un business plan, il faut pouvoir payer le premier travailleur qui va venir installer la société sur le sol britannique. Donc, il y a un tas de problèmes à réfléchir comme ça, mais chaque fois, c'est prévu plutôt pour les entreprises relativement grandes, pas vraiment pour les solo practitioners, parce qu'il y a la crédibilité de business plan qui est en jeu là. Mais alors, juste pour la partie visa, c'est vrai qu'avant Brexit, c'était plus compliqué, beaucoup plus simple. Moi, je me suis mis à mon compte. Enfin, je suis auto-entrepreneur, mais ça a été très simple, mais parce que j'étais permanente. Mais le dernier point, c'est oui, dans LinkedIn, vous verrez, il y a beaucoup d'annonces aussi remote, hein, donc n'hésitez pas à regarder aussi ces opportunités. D'autres questions? Il y a cette question de Garance. Ok, on a une autre je crois qu'elle est pour toi. J'ai pas entendu, pardon. J'ai pas entendu non plus, Nicolas, pardon. Oui, donc on a une question de Garance que tu voulais répondre, qui nous demande si Oui. les 20 000 pounds, c'était une somme à payer ou si c'était pour le visa. Je te laisse. Justement, pour clarifier ça, justement, je m'excuse si je n'étais pas très claire là-dessus. En fait, c'est le salaire que l'employeur qui est sponsor doit verser comme un salaire minimum pour un travailleur qualifié, pour un skilled worker, 25 000 livres 600 au moins. Donc, il y a 3 critères. Soit il faut que ce soit le plus haut de 25 000 livres 600, 10 livres 10 par heure, et le taux courant pour le boulot. Donc, si on postule pour un boulot comme CEO, par exemple, d'une société, normalement, on doit exiger un salaire beaucoup plus important que 25 000 livres 600. Donc, le taux courant, ça peut être 67 000 livres à ce moment-là. Donc, à ce moment-là, il faudra que l'employeur vous paie 67 000 livres et non pas 25 000 livres 600. Mais ça, c'est le sponsor qui doit vous payer ça. Maintenant, les frais de visa, les frais de Immigration Skills Charge, les frais de Immigration Health Surcharge, les frais de biométrie, les frais juridiques à payer pour un avocat comme nous pour avoir le visa. Et tout ça, quand on ajoute tout ça, ça peut être assez important comme frais. Donc, des Européens qui étaient très habitués autrefois avec la libre circulation de venir comme ça, venir travailler au Royaume-Uni, ça fait un choc en fait parce que c'est assez cher. Mais si on a vraiment une offre de boulot qui est super intéressant, bon, ça peut valoir le coup quand même. Super. Merci Nilmini. On a une autre question qui nous vient de Karen qui nous demande for non-EU passport holders, is the visa process the same or is it more difficult for people coming from outside Europe? Bon,
le processus, si on est EU passport holder avec un microchip, la biométrie, c'est plus facile. Mais sinon, les critères pour se qualifier pour tel ou tel visa, ça reste pareil. Qu'on vient de l'Inde, des États-Unis, le Canada, ou que ce soit en français ou en italien, les critères remplis pour telle ou telle catégorie, ça reste pareil. Ceci étant dit, il y a certaines catégories qui sont offertes pour certaines nationalités. Par exemple, le Youth Mobility Scheme. Pour les jeunes, si on veut venir avoir une expérience culturelle de Royaume-Uni, ce n'est pas offert pour l'instant aux ressortissants européens, alors que ça devrait l'être. Donc, c'est dommage, mais pour l'instant, c'est limité à certaines autres nationalités. Donc, il faut voir si ça dépend de quelle nationalité vous êtes. Ok, merci Nilmini. On a encore deux autres questions. Une de Navia qui nous demande si une autorisation provisoire de séjour est éligible pour to apply to a UK job market. C'est pour Alissa ou... Plutôt pour toi, Mini. Quand vous dites authorized, je n'ai pas trop bien compris, parce que il y a les catégories spécifiques d'après la loi britannique de UK pour les visas, mais l'autorisation temporaire, il y a le Temporary Workers Visas, mais bon, il faut pouvoir se qualifier sous les critères sur le Temporary Workers. Par exemple, pour venir comme stagiaire, comme on avait vu sur le diapo, par exemple, si on veut venir faire un stage avec l'appui de internships, T5 intern, à ce moment-là, il faut que ce soit un boulot qui est payé un salaire minimum, mais il faut postuler pour un sponsorship certificate avec cette organisation-là. Mais il y a des frais à payer à eux. Et eux, ils vont vous attribuer le visa. Il faut certaines conditions de travail aussi que l'employeur va assurer. Donc, il y a trois parties là. Il y a l'employeur, il y a le sponsor et il y a vous. Donc, il y a cet arrangement à faire. Autrefois, on aidait les employés à avoir le contact avec le T5 intern, par exemple, pour avoir le certificat de sponsor pour le visa et après le visa même. Donc, il y a ce genre de choses pour les stages. Mais la plupart de temporary workers visas, c'est supernumerary. Donc, c'est en plus de besoins de l'employeur. Donc, on ne peut pas remplir un poste, en fait, quand il s'agit de temporary worker d'habitude. Et c'est limité dans le temps pour 1 an ou maximum 24 mois. Ça dépend de programme, en fait. Ok, merci. On a une autre question encore sur les visas qui nous vient de Ange, qui nous demande s'il y a des informations que tu peux donner sur le Scale-up Visa. Je ne sais pas si, voilà, on ne l'a pas mentionné. Oui, je n'ai pas mentionné justement parce que c'est tellement rare. J'ai regardé il y a quelques semaines pour voir, parce que c'est une catégorie de visa qui a commencé en août l'année dernière. Et je pense qu'il y a très, très peu de sponsors sous cette catégorie. Je pense qu'il y avait 9 ou 10 sponsors sur le registre de Scale-Up. C'est très rare parce que justement, il faut que ce soit une société Scale-Up basée au Royaume-Uni. Donc, c'est une compagnie, une société en grande expansion. Il n'y en a pas beaucoup. Et donc, et qui cherche à augmenter davantage. Donc, ils cherchent un vrai quelqu'un de vraiment très très fort qui va augmenter leurs revenus, les revenus de façon très très rapide. Donc,
c'est rare. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas mentionné. Mais c'est dans un premier temps, on peut avoir une offre de boulot au moins pour 6 mois. Et après, enfin, on peut avoir un visa pour jusqu'à 2 ans au départ. Et après, ça peut être prolongé pour 3 ans de plus. Donc, au bout de 5 ans, ça peut aussi être mené à un séjour permanent. Donc, c'est intéressant en théorie. Seulement, c'est une de ces catégories qui ont été introduites par le gouvernement l'année dernière qui ne sert pas à grand-chose en fait, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent se qualifier. Ok, merci beaucoup Nilmini. Donc, Ange, je vois que tu es chef de projet, que ça peut t'intéresser. Si voilà, c'est quelque chose qui te concerne toi spécifiquement, tu peux envoyer un message à Nilmini soit par email ou soit sur LinkedIn et elle se fera un plaisir de te répondre. On va passer à la dernière question qui nous est posée sur le chat et qui vient de Anne-Sophie qui nous demande si sur les annonces, on peut voir si les entreprises sont prêtes à payer pour le visa. Non, Je pense que ça, c'est pour malheureusement, Alice. non. Non, ce serait super, mais non, on ne voit pas s'ils sont prêts à sponsoriser ou pas. Non. Et de façon générale, le retour de Nilmini complétera ou certainement, mais le retour d'expérience, c'est les grandes entreprises. Il y a plus de chances d'avoir un visa si vous postulez à des grosses boîtes qu'à des petites PME, en gros. Voilà. Tout à fait. Je pense que les grosses boîtes ont les moyens de payer les frais de visa, frais juridiques, frais de biométrie, le health surcharge, etc. Mais ceci étant dit, si vous arrivez à trouver le bon boulot et si pendant l'entretien, comme avec l'aide d'Alice, si vous pouvez bien préparer l'entretien et vous allez secure the job offer qui est parfait, peut-être ça vaudra le coup de partager les frais, certains frais, comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut payer en tant qu'employé, d'autres, on peut demander à l'employeur de payer parce qu'ils sont obligés de payer, comme l'Immigration Skills Charge, le Certificate of Sponsorship. Ces éléments-là, il faut que le sponsor paye de toute façon. Et moi, du coup, j'ai une question du coup, qui vient de moi. C'est pour toi, Nilmini. Un sponsorship pour une personne qui aimerait venir travailler comme skilled worker, ça coûte combien à peu près pour savoir si, par exemple, l'entreprise dit, OK, moi, je suis prêt à t'embaucher parce que tu as les compétences, mais j'ai pas assez d'argent pour payer ton sponsorship. Est-ce que moi, alors, je crois que tu as répondu à la question, je peux financer le sponsorship, mais combien ça me coûterait si je fais travailler aux UK? Ok, bon, par exemple, pour les frais de visa, si je me rappelle bien, je n'ai pas retenu très précisément dans ma tête, mais si on vient pour jusqu'à 3 ans, c'est 625 livres pour le visa même. Maintenant, en plus de ça, il y a le certificate de sponsorship quand le parrain, le sponsor attribue le certificat de sponsor, il faut qu'eux, ils paient 190 livres, 199 pounds. En gros, presque 200 livres. Et après, il faut que l'employeur paye ce qu'on appelle un Immigration Skills Charge. Et ça dépend de la taille de l'employeur, si je me rappelle bien, 380 livres ou bien 1000 livres, ça dépend de la taille de la boîte par an. Et après, il y a aussi pour l'employé, au moment qu'on dépose la demande de visa, il faut payer ce qu'on appelle Immigration Health Surcharge, donc une sorte d'assurance maladie pour pouvoir utiliser le NHS. Donc là, c'est 624 livres par an. Donc si on vient pour 3 ans, multiplier ça par 3 ans. Si on vient pour 5 ans, multiplié par 5, ça devient cher. Et si on est accompagné par les dépendants, chaque personne doit payer ça. Donc, les frais de visa plus les Immigration Health Surcharge, mais au moins les dépendants ne doivent pas payer l'Immigration Skills Charge. Donc, l'Immigration Skills Charge, c'est une sorte de taxe que l'employeur paie pour le privilège de recruter quelqu'un de l'extérieur du pays.
Donc, il y a tous ces éléments-là, ça peut venir assez cher. Et en plus, les frais d'avocat, si vous engagez un avocat comme nous pour préparer la demande de visa et d'avoir des conseils de quelle catégorie, quels sont les éléments, quels sont les documents, etc. Donc, quand on ajoute tout ça, ça devient assez cher quand même. Ok, merci pour la réponse, Nilmini. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le chat qui veulent être posées avant qu'on finisse ce webinaire? Il est 19h10 en France. J'attends encore 10 petites secondes afin de clôturer ce superbe webinaire. Donc, si vous voulez retrouver Alice et puis Nilmini, elles sont disponibles sur LinkedIn. Le plus Voilà. simple, ouais, c'est LinkedIn. Ouais. Puis par email également, sur leur site internet. Si vous avez envie de recevoir cette diaporama, faites-le moi savoir aussi sur LinkedIn. Je suis disponible sur ce réseau social. Et donc, on vient d'enregistrer le webinaire également. Si des personnes souhaitent le recevoir, on pourra vous le transmettre. Voilà, il y a Marina et Ange qui nous quittent. Et donc, on vous dit également une bonne soirée à vous tous. Bon, merci beaucoup pour votre Merci à attention. tous. Merci Nilmini. Merci. Désolée que Merci Alice. mon beaucoup. caméra n'a pas marché, mais bon, j'existe vraiment. On témoigne. Merci. Bonne recherche à tous et